On propose le produit le meilleur qui soit. Je veux qu'on casse les codes. Je veux pas qu'on soit un vinaigre, on sera jamais un condiment. Je prends le pli de faire un produit qui soit haut de gamme et qu'on est content d'avoir dans son quotidien. Donc, je choisis des bouteilles de spiritueux qui sont faites en France. Dans une démarche, je suis assez écolo, un peu engagée. J'avais ça en tête et de proposer un produit qui soit beau pour du vinaigre de cidre qu'on a tendance à se dire, bon, tu vois, c'est le truc qui prend la poussière. Et je ne me voyais pas avoir un produit ultra bien travaillé avec les meilleurs producteurs, etc., dans une bouteille qui soit un peu cheap. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. La santé et la nourriture sont étroitement liées, rien de nouveau dans cette affirmation. Et vous le savez, certains aliments ont des vertus plus développées que d'autres pour les bienfaits du corps. Et certains d'entre eux ne sont pas connus ou alors très peu. Aujourd'hui, nous allons parler de vinaigre et plus particulièrement de vinaigre de cidre. J'ai le grand plaisir de recevoir une jeune entrepreneuse, Marina Lemaire, fondatrice d'Archi, spécialiste du vinaigre de cidre et de ses bienfaits. Avec elle, nous allons parler du marché, mais duquel? Celui de l'alimentation, celui de la santé, celui des compléments alimentaires ou alors de la cosmétique, peut-être un peu de tout cela. Les consommateurs achètent de plus en plus d'aliments en fonction de leur rapport sur leur santé et nous allons découvrir ces tendances. Bien sûr, nous poursuivrons sur Archi, son histoire et sa proposition de valeur. Nous allons donc découvrir le bonheur du vinaigre de cidre au quotidien. Oui, vous avez bien entendu, au quotidien. Enfin, qui dit DNVB dit relation client. Avec notre invité, nous parlerons CRM data, réseaux sociaux, acquisition et communauté. Mais avant de commencer, Marina, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Donc, je suis Marina Lemaire, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Normandie et je suis, comme tu l'as dit, du coup, la fondatrice d'Archi, qui est une entreprise donc spécialiste dans les bienfaits du vinaigre de cidre que j'ai découvert moi-même parce que j'ai eu des problèmes de santé à partir de mes 25 ans, que j'ai résolu en grande partie grâce au vinaigre de cidre. Changement de carrière professionnelle et me voilà du coup à la tête c'est génial. Alors attends, tu vas nous en dire un peu plus. Changement de carrière professionnelle, ça veut dire qu'avant tu faisais autre chose. Oui. Avant tu faisais quoi? Déjà, commençons par les études. Tu avais fait quoi comme type d'études? Eh bien écoute, j'ai commencé par des études de psychologie. Psychologie du travail et ensuite j'ai basculé sur un master en politique sociale et de santé parce que mes parents, mes arrière-grands-parents, grands-parents étaient dans la direction de maisons de retraite. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai envie d'atteindre un poste à responsabilité rapidement et je suis amoureuse des gens. Et j'ai envie d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Et je me disais que ce secteur-là, qui était très institutionnel, il y avait plein de choses à faire dedans. Il y avait beaucoup de choses à révolutionner. Alors, je suis partie avec mes belles idées en me disant...
je vais faire du bien au secteur, je vais apporter des idées nouvelles, etc. Et assez rapidement, du coup, j'ai atteint des postes de direction et je me suis rendu compte que, non, j'allais pas pouvoir faire ce que je souhaitais et que assez rapidement, tu atteins des postes qui sont plutôt politiques. Oui, parce qu'en fait, ça veut dire que concrètement, tu es à la direction de quoi? D'une maison de retraite, Ouais, c'est ça, un EHPAD. Et ensuite, j'ai eu la direction adjointe d'un hôpital à Paris où j'avais la direction d'une maison d'accueil spécialisée pour cérébro-lésés et d'un centre de soins pour personnes addictes. Et ça a été ça qui... c'était un très beau poste, hein, donc, qui rendait très fier papa-maman. Mais ça a été vraiment ce moment-là dans le médico-social où je me suis dit, OK, c'est pas ma voie. Et je vais pas du tout me satisfaire d'être dans ce milieu. Et voilà. Qu'est-ce que tu as appris quand même dans ces premières années d'expérience de ta vie professionnelle? C'est quoi ce que tu retiens finalement? Parce que dire que tu te rends compte que c'est pas ce qui te convient, c'est déjà un asset en fait. Tu as appris autre chose. Ah oui, complètement. Non, mais ça a été tellement formateur parce que ça allait très très vite. Assez rapidement, je me suis... Très très vite, c'est quoi? En l'espace de 3 ans. 3 ans. En l'espace de 3 ans, j'ai eu un très joli poste. Donc, j'ai eu à faire du management, des fois des médecins, des personnes qui étaient bien plus... Enfin, que j'estimais énormément. Et des équipes dans des moments de rush, de canicule, etc. Donc, ça t'apprend quand même à gérer pas mal de pression. Donc, j'ai eu un bon gros travail à faire sur moi et je me suis découvert du coup une capacité à manager, une capacité quand même à être proche des gens. Enfin, ça passait bien avec tout le monde, même quand il y avait des choses difficiles à faire passer. Donc, ouais, ça m'a donné énormément de confiance en mes capacités à faire des choses compliquées. Et ça, je l'ignorais. Je pensais, j'étais quelqu'un de très anxieuse. Et de me retrouver comme ça sur des situations de crise à gérer, je me suis dit, OK, je m'en sors plutôt pas mal. C'est quoi les situations de crise que tu retiens, si tu veux? On peut illustrer... Des familles mécontentes, des licenciements à faire. Quand tu es... un premier licenciement, 23-24 ans, c'était un peu compliqué. Sur des situations de vie qui sont assez difficiles, hein, parce que des aides-soignants en EHPAD, c'est pas... surtout en région parisienne aussi, des fois, ils ont des vies très, très compliquées. Je dis elles parce qu'en général, ce sont des femmes. Des conflits aussi sociaux entre les salariés qui étaient assez difficiles. Et puis, surtout de l'humain, finalement. Et puis, des fois, des situations où on te dit, arrivé à la tête d'un certain établissement, on m'a dit, je venais de prendre mes fonctions, on m'a dit, ce médecin-là, c'est l'homme à abattre. Je ne connaissais pas du tout ce monsieur, et on me disait, lui, il faut s'en débarrasser. Et voilà. Qui te disait ça? La direction au-dessus. Il y avait, c'était un établissement avec plusieurs... c'était un grand groupe. Et en fait, j'étais à la tête de l'établissement. J'avais passé plein de tests avant d'avoir la direction de cet établissement, dont des mises en situation un processus RH super intéressant. Et du coup, j'avais compris qu'on me mettait aussi à la tête pour éponger un petit peu tous les petites choses sociales pas très jolies qu'ils étaient en train de faire. Enfin, pas très jolies. Ils avaient leur... T'avais l'impression que t'allais être utilisé quelque part? Ouais, c'était ça, et que voilà, il y avait surtout une stratégie, comment dirais-je, qui était moins centrée sur les personnes qui étaient dans les établissements, hein, ce pourquoi l'institution existait, que sur placer les bons pions aux bons endroits. Enfin, tu vois, c'était plus politique, en fait, voilà, tout simplement. Et ouais, j'ai eu la sensation... Alors, je dis pas que tout le milieu est comme ça. Je dis que j'ai eu des expériences comme ça, et un peu déceptives. Okay. Donc ça a contribué finalement à te faire prendre conscience que t'étais pas forcément à ta place. Ouais. Cependant, t'as pas cherché finalement à partir en tant que tel. C'est des situations de vie qui t'ont amené à changer. Ouais. Raconte-nous maintenant, parce que c'est en parallèle de ça que les choses arrivent, j'imagine. Cette histoire, cette relation avec le vinaigre de cidre. Alors, c'était du parallèle. Alors, juste une fois que j'ai quitté l'hôpital, le médico-social plus précisément, je me suis dit, OK, j'ai des capacités en management, j'ai des capacités RH, je vais les mettre à profit
Je sais que c'est un milieu qui ne me plaît pas, dans lequel je ne retournerai pas. Quand j'ai quitté ce poste, on m'a proposé la direction d'autres établissements en disant « Ah oui, mais ça, c'était un peu particulier, mais si tu veux, on en a d'autres. » J'ai dit « Non, je quitte ce monde. » Et du coup, j'ai mis à profit ces capacités-là dans une start-up en aéronautique, un cabinet de conseil, où du coup, c'était un milieu beaucoup plus masculin, où je travaillais avec des ingénieurs. Et c'était chouette, j'ai fait ça pendant un tout petit temps. Et c'est pendant cette période-là où je me suis dit « Ok, c'est pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Là, c'est cool, hein, j'ai un poste intéressant, voilà, mais c'est clairement pas là où j'ai envie de rester. » Et parallèlement à ça, c'est là où j'ai commencé à développer mes problèmes de santé. Donc, après l'arrêt de la pilule, hein, comme pas mal de filles de mon âge, je me suis retrouvée avec un corps que je maîtrisais plus. Des problèmes de digestion, des problèmes d'acné. Et je pense qu'il y a peut-être aussi le stress de ta vie professionnelle. Enfin, tout ça, ça joue. Hein. On est un ensemble. Là, tu as 25, 26 ans, ouais, j'ai c'est 25 ça ans. Ouais. J'ai 25 ans et du coup, voilà, j'ai fait une rupture avec mon ancienne vie. Je suis dans une autre, mais je sais que ça va pas être là que je vais rester. Et je me cherche un petit peu et donc voilà, je fais attention à mon alimentation. J'ai en parallèle mon conjoint qui est ostéo-kiné en libéral qui a tout quitté pour monter sa boîte dans un dispositif médical. Et ça fait des années qu'il fait ça. Il dort pas, il gagne rien, mais il est heureux comme tout. Et je me dis, en fait, c'est ça le goal. C'est d'avoir un projet qui te drive et qui te rend heureux. Et peu importe les finances et le statut social que tu perds, que tu n'as pas, en étant juste fondateur d'une boîte qui n'existe pas encore. Et je me suis dit, ok. En fait, tu es en train de nous dire l'exemple de ton conjoint est une forme, sans parler de modèle, mais enfin quelque chose qui t'attire. Ouais. Et toi, tu es en transition professionnelle, tu le sais peut-être pas complètement encore, Ouais. et puis tu as tes problèmes de santé qui arrivent là-dessus. Exact. Et ces problèmes, finalement, ça va être le turning point Exactement. de ta vie. Ouais. Le gros élément déclencheur, finalement, c'est que, ok, à un moment, donc on avait déménagé, on était parti vivre à Lille, on était à Paris initialement, on est parti vivre à Lille parce qu'il a été incubé là-bas. Et je continuais à travailler dans cette boîte à Paris et je me suis dit, ok, en fait, je vais partir, je vais prendre un an pour moi, je vais faire le tour du monde, c'est le bon timing, j'ai pas fait d'Erasmus, j'avais besoin d'aller voir ailleurs et je me dis, ok, je vais prendre ce temps, je suis toute seule pour me recentrer, de savoir ce que je veux. Et voilà, donc je quitte mon travail sans penser une seconde que je vais monter une boîte. Je me dis, je vais prendre un an pour moi. Et en fait, je commence à partir tout en ayant toujours cette passion pour l'alimentation que j'avais développée avec mes problèmes, etc. Je pars, j'avais fait tout mon périple et en fait, je m'arrête la première semaine en me rendant compte que j'allais monter une boîte. Je te la fais très courte, mais il y a beaucoup d'éléments qui se sont mis sur mon passage. Notamment, je rencontre une architecte qui a tout quitté pour créer du jus de gingembre. En amont, j'avais découvert le vinaigre de cidre. Hein. Mais attends. Ça va dans tout. Raconte-nous justement ta découverte du vinaigre de cidre en amont, parce que ça va nous aider à comprendre. L'histoire, je la connais un peu plus que vous autres auditeurs, puisqu'on a préparé un peu l'enregistrement de cet épisode. Raconte-nous un peu justement ta découverte du vinaigre. Alors, donc je te disais que j'avais eu un corps que je ne maîtrisais plus à mes 25 ans, d'énormes problèmes digestifs, d'énormes problèmes d'acné qui me pourrissaient pas mal la vie. Et en fait, les médecins montaient dans l'échelle des traitements allopathiques qu'ils me donnaient. Et je me suis dit, je n'ai pas arrêté de prendre la pilule pour potentiellement avoir des médicaments qui ne me font pas du bien non plus. Parce que c'était vraiment dans cette démarche que j'avais arrêté de prendre la pilule. C'était de me dire, ok, je veux retrouver un corps que je maîtrise et que je comprends. Et du coup, dans cette quête-là, je m'étais intéressée à l'alimentation en me disant, ok, potentiellement, chaque chose que je prends, que je mets dans mon corps, peut avoir un impact sur la façon dont je me sens. Donc j'ai commencé un peu un travail de fourmi à me dire, ok, quand je prends ça, ça me fait ça, quand je prends ça, ça me fait ça. Et je me suis passionnée tout simplement pour l'alimentation. Dans ce cadre-là, mon père, un jour, me sort un livre de ma grand-mère en me disant, ça devrait t'intéresser, ça. Elle était très remède de grand-mère et compagnie. Et il y avait notamment ce fameux livre où elle avait surligné tous les trucs sur le vinaigre de cidre. Je suis originaire de Normandie, j'avais accès assez facilement à des produits fermiers, j'en prends un et je commence à en prendre en interne, en externe, à l'application. C'est dans ce livre, en fait, tu comprends quoi, la lecture de ce livre ? Très simple, c'est tous mes problèmes
avec une solution avec le vinaigre de cidre en face. Problème de digestion, une cuillère à soupe diluée dans l'eau, le vinaigre de cidre. Problème d'acné, de boutons, vous mettez une compresse, imbibée d'eau, du vinaigre de cidre, vous l'appliquez sur le visage. Voilà, tout simplement, tu vois. Et moi, je commence à faire ça religieusement, voilà, en me disant, j'ai trouvé un nouveau truc à essayer, ok. Et mais avec une forme de dubitativité. Je testais tellement de trucs. Ouais, en fait, allez, un de plus. Voilà, un de plus, sans imaginer que ça allait révolutionner ma vie. Mais il y avait ce côté... j'adorais ma grand-mère et elle avait toujours des très bons trucs. Donc, je me disais, bon, si c'est un truc de ma grand-mère, potentiellement, ça peut être intéressant, en plus. Mais sans grandes attentes, quoi. Et là, le jour et la nuit... à partir du moment où j'en prends, je n'ai pas de problème de ballonnement ni de digestion. Et mon acné, en l'espace de 3 jours, je reconnais plus ma peau. Enfin, c'est incroyable. Ça devient le produit de ma vie. Je tanne tout le monde avec ça. J'en fais prendre à mes parents. Mon papa qui est diabétique me dit c'est fou, depuis que j'en prends, mes taux sont bien meilleurs le lendemain. Ma maman qui a une leucémie, qui est sous antibiotiques jusqu'à la fin de sa vie, qui pouvait avoir des problèmes de transit, me disait mais c'est fou, depuis que j'en prends, ça va beaucoup mieux, etc. Et tout le monde y allait comme ça mais c'est fou, depuis que j'en prends, tatata. Et donc on commence à me poser plein de questions sur le vinaigre de cidre. Mes parents arrêtent pas de dire à leurs proches ah mais demande à Marina, elle a un truc, et ça se propage comme ça. Et je me dis en fait j'y connais rien. Et plutôt que de raconter n'importe quoi aux gens, je vais commencer à vraiment me renseigner sur le sujet. Il y a peut-être un vrai truc finalement. C'est pas juste dans notre tête, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et c'est là que je découvre qu'il y a un monde autour du vinaigre de cidre, que c'est une institution dans plein de pays, aux États-Unis, qu'il y a des boîtes spécialisées dans le vinaigre de cidre, qu'il y a des méta-analyses qui ont été faites sur le vinaigre de cidre, plus de 30 études, enfin. Et là, je tombe amoureuse du produit, quoi. Et je lui explique tout, en fait. Je commence à expliquer pourquoi ça a marché pour mon acné. Je commence à expliquer, comprendre qu'il y a un vrai intérêt pour mon papa qui était diabétique. Que tout s'explique scientifiquement. Et ou de façon empirique, il y a plein d'autres recettes que je découvre pour les cheveux, machin. Je me dis, mais c'est malade, en fait, tout ce qu'il y a à faire. Donc là, pour reboucler, merci pour ces explications, pour reboucler sur ta première semaine d'année off. Ouais. C'est ça. Exactement. Là, on y est. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, tu t'apprêtes, alors que tu es dans cet état d'esprit où tu as compris que le vinaigre de cidre allait, dans un accompagnement quotidien, te permettait de te sentir mieux, que ça fonctionnait ailleurs. Tu dis, là, je vais partir, j'ai besoin d'une année pour réfléchir pour moi. Mais en fait, je fais demi-tour. Et je pars avec ma bouteille. Je pars avec ma bouteille de vinaigre. Et donc, j'avais tout prévu. Je devais partir en Mongolie, en Nouvelle-Zélande. Et je m'étais dit, la première étape, parce que je suis jamais partie toute seule, c'est d'aller en Suisse, dans les montagnes. Pas très loin au départ, mais c'était juste, OK, là, on va partir. Et le départ, ça va être là, parce que j'ai passé énormément de vacances dans ces montagnes-là. Et donc, c'est la première fois que je pars toute seule. Et en fait, là, il y a trop de trucs. Enfin, je lis des livres dans le train où je vois des phrases qui me... notamment une phrase qui disait qu'en gros, quand tu es sur ton chemin, il y a plein de choses qui s'alignent alors que tu n'avais même pas imaginé une seconde que ça pouvait être aussi gros. Et en fait, sur cette semaine, donc, je rencontre cette femme qui a tout plaqué, une architecte pour faire son jus de gingembre. Je vois, il y a plein de trucs. Je sais pas, je parle à quelqu'un dans le détour d'une conversation, il me dit qu'il prend du vinaigre. Enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, je me dis, ok, peut-être que cette année, en fait, je vais pas partir toute seule. Je vais faire demi-tour et j'ai peut-être une boîte à monter aussi. Donc tu rentres de Suisse. Et je rentre. Et ma mère était très 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 contente. et je dis voilà, en fait je vais monter une boîte. Et en fait, ce qui est très cool aussi, et c'est ce que ça m'a apporté, là où on aurait pu me dire non mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est complètement folle, vu que j'avais atteint cette légitimité de Marina a obtenu des bons postes de direction, machin, on peut lui faire confiance. Elle retombera sur ses pieds. Donc en fait, j'ai aussi eu le soutien familial au-delà du fait que ma mère et mon père étaient très contents, et mon copain aussi, que je rentre. J'ai eu ce soutien en disant, on sait que quoi que tu fasses, c'est réfléchi. Et voilà, ok, donc là on arrive vraiment, on est à la genèse du projet. Archi va naître bientôt. Et avant qu'on ne parle de la naissance d'Archi, on va justement parler, Marina,
du marché. Ouais. Maintenant qu'on a compris pourquoi tu avais monté Archi, comment l'histoire s'est écrite jusqu'à la création d'Archi, on a compris c'est le vinaigre de cidre. Je le disais en introduction, ça se situe, j'ai l'impression, sans être un expert, à la frontière de plusieurs marchés. Tu m'as même fait rajouter celui des cosmétiques. Ouais. Parle-nous un peu de ces marchés. En fait, là, forcément, tu as étudié, c'est quoi ces marchés, comment ils fonctionnent, quelles sont les tendances, quels sont les acteurs en place et quels sont les changements en cours. Ouais, alors tu sais déjà, pour moi, le vinaigre de cidre, c'est principalement, en tout cas sur lequel on se situe, c'est sur le marché de la food fonctionnelle. Tu sais, il y a eu beaucoup d'aliments, d'alicaments, de super aliments qu'on a créés assez récemment, qui sont des aliments d'une richesse nutritionnelle dingue. Et qu'on prend davantage pour se faire du bien. Donc pour moi, le marché dans lequel on a voulu se mettre, c'est celui de la food fonctionnelle. Parce que le marché du vinaigre de cidre comme condiment, il existe. Il est très présent, il est présent dans tous les pays du monde, mais le marché du vinaigre de cidre comme alicament, en France, il n'était pas développé. Et pourtant, aux États-Unis, c'est colossal. Donc c'est alicament, food fonctionnel. Ouais. Vas-y, c'est quoi les produits que tout le monde connaît là-dedans dans la food fonctionnelle? Tu peux avoir l'aloe vera par exemple, l'huile d'olive, non, on est plutôt, même s'il y a tous ces bienfaits santé qui ressortent, on est quand même plus sur le côté alimentaire. T'as l'huile d'argan par exemple, qui a énormément d'usages aussi en interne. Mais est-ce que tu as aussi les produits Danone, les petits yaourts là liquides que tu... Ouais, alors moi, oui. Comment ça s'appelle, j'ai oublié là. Ouais, Actimel. Actimel, les machins comme ça. Oui, alors effectivement, je pense que ça rentre dans cette catégorie, mais pas pour la mienne. En fait, moi, quand je pense à super aliment, je pense vraiment à l'ingrédient, tu vois. Et ça, c'est un truc transformé. Mais qui a évidemment plein d'allégations santé, etc. Mais je fais la distinction entre les aliments bruts et ces aliments transformés. Bon, le cidre, le vinaigre de cidre, tu t'avoueras que c'est un peu transformé quand même. Transformé, non, c'est ultra naturel. Enfin, c'est la transformation. C'est une transformation qui a eu lieu. Ouais, quand je parle de transformation, c'est du degré d'intervention de l'homme. En gros, voilà, on n'a pas rajouté d'autres produits. Le cidre, tu vas le faire vieillir, il va se transformer en vinaigre tout seul, il n'a pas besoin de toi, tu vois. Que l'Actimel, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus. T'as pas des tonneaux d'Actimel qui vieillissent tout seuls dans un coin. Donc, ce marché, c'est la food fonctionnelle. C'est un marché, j'imagine, en plein essor. Ouais. Comment on le qualifie? Est-ce nouveau? Est-ce en forte croissance, partout de la même façon sur la planète? Qui le consomme? Je pense qu'il y a une grande tendance qui vient, comme assez souvent, des États-Unis. Alors, Californie, et puis après, ça prend les États-Unis, ça arrive en Angleterre, et puis après, ça redescend chez nous. J'ai toujours la sensation que ça fait ça. Et c'est un marché qui est ultra développé. Je sais plus, excuse-moi. Ouais, ce marché, comment est-il structuré? Donc tu me dis, c'est a priori, il y a des habitudes de consommation qui viennent d'abord des États-Unis, puis qui arrivent ensuite en Europe. En France ou en Europe, mais d'abord peut-être en France, puisque c'est ton marché domestique. Comment tu le qualifies? Quels sont les acteurs? Quelles sont les façons de consommer? Est-ce qu'il y a besoin d'évangéliser le marché? Il y a un gros sujet, j'aime pas ce mot toujours, à chaque fois je le dis, mais d'éducation sur la façon dont un ingrédient peut avoir des impacts aussi sur toi. Il y a eu énormément, et c'est ce que je trouvais dingue, de produits importés d'Inde, d'Asie sur des bienfaits. Alors je pense à des racines qu'on connaissait pas, de l'ashwagandha ou de ce genre de choses, tu sais, un peu exotiques, du maca, caroube, etc. Où on a commencé à en prendre, à l'intégrer dans le quotidien. Ça, c'est assez nouveau. Alors que même, on avait des ingrédients français qu'on n'a pas réinterrogés en se disant potentiellement, ceux-là aussi ont des vertus incroyables.
Mais vu que ça sonnait moins exotique, peut-être qu'on s'y est pas trop intéressé au premier abord. Et voilà, je pense que y a un besoin de revenir sur ce qu'on a et de réinterroger et de pourquoi on s'est affranchi des produits. Tu vois, bon, je prends l'exemple du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre en France, tout le monde le connaît. Mais par contre, tout le monde te dira c'est une vinaigrette, c'est dégueulasse, je veux pas boire ça. Enfin, il y a quand même des a priori un peu sur le côté très aigre, le côté pas très sexy du vinaigre de cidre. C'est même pas un vinaigre haut de gamme, tu vois. Parce que par des process d'industrialisation, par des process d'offres massives qu'on a voulu, on a voulu massifier la production, on s'est complètement affranchi de ce qui était le produit brut. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est finalement l'offre qui a modifié la demande ou la demande qui finalement l'offre s'est adaptée à elle? Moi, je pense que c'est vraiment le fait qu'on ait pu retrouver de produits bruts et qualitatifs, et du coup, on s'est affranchi des vertus. Parce que tu achètes un vinaigre de cidre à 2 € chez Carrefour, là, tu vas le prendre, il va pas te faire de bien. Hein. Déjà, ça va pas être bon, donc tu vas pas rester à ta routine, comme si tu achetais du vinaigre vraiment qualitatif, brut. Où tu vas vraiment. Non, mais c'est drôle ce que tu dis, parce qu'effectivement, il se trouve que, tu vois, ce matin, avant d'arriver, je mettais mon bol dans la machine, et au-dessus, devant moi, il y avait quoi? Une bouteille de vinaigre balsamique et de cidre, qui sont les deux cidres que j'ai. Les deux vinaigres? Les deux vinaigres, pardon, que j'ai. Et celui de cidre, je l'utilise que très rarement. Et j'ai dû l'acheter un jour, probablement, parce que sur Marmiton, il y avait une recette qui me disait que j'avais besoin de ça. Tu vois? Ah ouais? Probablement. Parce que depuis, je ne l'utilise plus. Ouais. Et la bouteille, elle est pleine de poussière, et voilà. Je l'utilise plus. Ah non, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans nos... Donc, en fait, on n'a pas l'habitude de ce produit. Non. Et donc, c'est pour ça que tu parles d'éducation. Dans le marché, quels sont les autres... Est-ce que tu as des chiffres, d'ailleurs, sur la food fonctionnelle? Est-ce que tu sais ce que ça représente? Est-ce que tu as aussi des exemples de produits français qui, eux, ont réussi leur mue pour finalement être adoptés de façon plus large? Waouh. Je suis sûre que quand on aura fini ce podcast, je me dirai mais oui, j'ai été bête, évidemment, j'avais ça en tête. Non, alors j'essaie de trouver un parallèle avec d'autres marchés. Et ça te reviendra après. Est-ce que tu as des chiffres sur le marché de la food fonctionnelle, ou est-ce que c'est trop... C'est une verticale trop étroite pour que tu en aies? Ah non, mais c'est colossal. Hein. On parle en milliards. Hein. D'accord. À la food fonctionnelle. Mais vraiment, ce marché est en train de se développer. Maintenant, on a pris conscience que la nutrition avait un rôle dans la santé. Je pense que maintenant, aucun médecin ne te dirait oui, vous pouvez manger n'importe quoi, c'est ok. On s'est non, mais ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'alimentation a des conséquences directes sur sa santé. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait encore quelqu'un qui puisse soutenir qu'il n'est pas conscient de ça. C'est une réalité qui s'est affirmée, qui continue à s'affirmer. Maintenant, la food fonctionnelle, c'est encore une étape supplémentaire, j'ai envie de dire, puisque on va aller quelque part sélectionner, si je comprends bien les propos que tu me tiens, des aliments individuellement qu'on va aller ajouter dans une routine, pour reprendre ton terme, pour aller chercher quelque chose de spécifique. Donc, on n'est pas dans une masse. Cette tendance-là, elle est déjà très affirmée, selon toi? Oui, tu vois, je pense au marché de la spiruline, par exemple. Je sais pas ce que c'est. Ah, tu sais pas ce que... Bon, ok. Alors, je suis pas... Il y a vraiment énormément d'offres qui s'est développée autour de la spiruline. C'est une algue. Il y a plein de marques qui se sont créées. Gros carton aux États-Unis, gros carton en France. Ça commence à se développer. On a redécouvert cet ingrédient. Donc, une algue que tu manges? Ouais. Enfin, tu saupoudres. Et puis, typiquement, il y a plein de formes différentes. Tu as des compléments alimentaires à base de spiruline. Tu as tout ce qui est, tu sais, la tendance des bowls, acai bowl, etc. Tu vois ce dont je parle? Les pokéballs, les comment? Non, tu sais, c'est des... Non, parce que dans les pokéballs, j'en ai des algues, je peux en mettre. Et voilà. Typiquement aussi, les algues... Enfin, tu vas à la Biocoop, il y a
les allégations santé sur les ingrédients, elles se sont massifiées maintenant, tu vois, pour améliorer l'absorption de ton fer, pour aider à mieux digérer, etc. Ça, t'as pas la sensation que tu le vois beaucoup, beaucoup plus maintenant, où tu fais peut-être pas attention sur les aliments? C'est quand même quelque chose que Si, on cherche. je suis d'accord. Moi-même, pas client de ça, parce que j'ai aucun problème de transit. Et que je touche du bois, mais pour l'instant, je suis en bonne santé. Je suis probablement pas révélateur, enfin, je suis pas un consommateur révélateur. On va revenir d'ailleurs sur les consommateurs de ces types de produits. Avant ça, j'aimerais parler de la... Donc, ok, c'est un marché qui est en pleine croissance. Il est distribué comment ces produits, ils sont distribués comment? Tu as évoqué des magasins spécialisés, bio. Est-ce que c'est au travers de ce réseau de distribution qu'on va aller les retrouver? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est plus mass market? Comment ça se structure? Il y a des magasins spécialisés, tu commences par des magasins spécialisés et puis après l'offre se diversifie et tu peux trouver de plus en plus maintenant dans les supermarchés. Et initialement, alors pour te parler des États-Unis, il y a des offres que tu vas retrouver en pharmacie et en supermarché. Le même produit, il va être à la fois... D'accord, mais Ouais. ça, c'est une spécificité des États-Unis. Écoute, en France, on a toujours, même si tu as des mêmes marques chez un Naturalia ou en Monoprix, au moins ils vont changer le packaging. Aux États-Unis, ils s'emmerdent pas. Enfin, et ils vont te le revendre plus ou moins Ouais, cher. je pense que c'est une pharmacie aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France. Ouais. On Déjà, est d'accord? ouais. En France, c'est donc distribué a priori aujourd'hui plutôt dans les commerces plutôt dans les magasins spécialisés. Ouais, plutôt dans les magasins spécialisés, effectivement. Je vois quand même qu'il y a une tendance dans les supermarchés et que ça va se développer. Donc, ouais, c'est ça. C'est la tendance qui se dessine. Voilà, c'est ça. Mais une distribution plus large au travers des réseaux traditionnels de distribution alimentaire. Exactement. Et alors, les consommateurs ou trices, c'est-à-dire que est-ce que c'est un biais chez moi que de penser que c'est d'abord les femmes qui achètent ce produit ou est-ce que c'est une réalité? Non, c'est une réalité. Tu sais, quand on a lancé Archer au début, je me disais, bon, j'avais vu ce qui avait aussi motivé ma création, c'était de me rendre compte qu'il y avait des personnes qui connaissaient les bienfaits du vinaigre de cidre, qui allaient en importer des États-Unis via Amazon, alors que c'était en général une démarche de personnes qui se faisaient du bien. Je parle pas des personnes qui vivent à la campagne et qui avaient accès, mais les citadins qui connaissaient les bienfaits du vinaigre de cidre dans cette démarche de je me fais du bien, etc. Commander un produit américain qui à la base est français, enfin où on a quand même beaucoup de vergers en France et beaucoup de pommes. Ah, tu veux dire que le cidre, le vinaigre de cidre américain, il est fait en France? Alors non, il est fait avec des pommes de France. En grande partie, parce qu'on fournit énormément de cidre aux États-Unis. Et la transformation, notamment, il y a un pure player américain qui, et je le sais de source sûre, qui prend des pommes de Normandie, entre autres. En fait, il importe les pommes, il le transforme en cidre et après il en fait du vinaigre. Je ne sais pas comment se passe complètement si ils importent le cidre, à mon avis. Ils importent le cidre, ils font la transfo là-bas. Et voilà. Donc le cidre français arrive aux États-Unis, il est transformé en vinaigre sur le sol américain. Il est ajouté à du cidre de provenance diverses et variées. Ouais. et il est transformé là-bas. D'accord, et après, intéressant. Voilà. Donc il y a un retour finalement quand le consommateur français cherche. Exactement. Parce que le vinaigre de cidre qui existe en France est pas le même que celui qui est fabriqué aux États-Unis. Ah, il y a un assemblage aux États-Unis. Voilà, c'est pas le 100% français que tu vas trouver aux États-Unis. Non, c'est un assemblage. Et cet assemblage-là, il est plus bénéfique pour la santé tu connais pas la provenance des pommes, tu connais pas leur qualité, tu connais pas la variété utilisée. Il y a pas de transparence du tout sur le produit. Donc déjà, tu vois, le produit est un peu jaune, translucide. Bon, plus un vinaigre de cidre est foncé, plus il est riche en polyphénol. Et c'est ce que on en parlera après du développement, mais c'est ce qui est vachement valorisé, notamment, là on est parti au Japon, ils voient bien la différence avec le nôtre et avec leur vinaigre de pomme qu'ils ont produit dans leur pays. Aux États-Unis, c'est pareil, pour trouver une qualité aussi on aussi va parler jolie de la que celle recette, qu'on a, parce qu'effectivement, c'est au centre de ton développement. Donc aujourd'hui, ce que je retiens de tes propos sur le marché, c'est que la food fonctionnelle est en développement, que ce sont plutôt des femmes oui, c'était ça la question. Qui vont acheter. À la base, tu vois, je pensais effectivement que ça allait être
la yogi parisienne, enfin ce gros, ce cliché que j'avais en me disant, en tout cas, la première personne qu'on va toucher, ce sera potentiellement des femmes comme moi, quoi, tu vois, enfin typiquement un peu bobo, voilà. Et en fait, non, pas du tout. Là, aujourd'hui, on a quand même 30% d'hommes. On a un des premiers prescripteurs d'archi, c'était le double champion du monde de bodybuilding. Ça, c'était inattendu, mais en fait, c'est juste des personnes qui font très attention à ce qu'ils mettent dans leur corps. Et ça peut être des sportifs de haut niveau, ça peut être effectivement des femmes qui font attention à leur alimentation et qui ont eu ce même cheminement à se dire chaque chose que je prends a un impact sur comment je me sens. Donc on est de fait peut-être un peu plus sensible à ce niveau-là. En tout cas, il y a malgré tout des hommes, c'est pas de façon exclusive des femmes, mais les femmes surreprésentent malgré tout. Elles sont un peu plus majoritaires, mais ça tend à s'équilibrer. Ça tend à s'équilibrer. Donc voilà, un marché qui est en croissance, avec des produits nouveaux qui arrivent, et c'est intéressant de t'entendre dire finalement en France, nous devrions nous poser plus la question de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir remettre comme produit du territoire qui vont venir répondre à cette demande de food fonctionnel, d'alicaments, et il doit y en avoir, pas besoin d'aller les chercher à des milliers de kilomètres de chez nous. Donc merci pour d'avoir pitché un peu le marché ou les marchés sur lesquels tu te positionnes. On a bien compris qu'effectivement il était en croissance et qu'il y avait de plus en plus de consommateurs et de consommatrices. On va revenir sur Archi, là où on l'a laissé. T'es rentré de Suisse et ton entourage est ravi et tu leur annonces que tu crées une boîte. Cette boîte, c'est Archi autour du vinaigre de cidre. On l'a compris, on ne va pas le redire. J'aimerais quand même que tu répondes à une question parce que on l'a évoqué là, même plus qu'évoqué la recette. Mm-hmm. Comment toi tu fais pour dire faut que je trouve le bon vinaigre de cidre? C'est pas tout d'avoir des producteurs de cidre autour de soi, ou même de vinaigre de cidre. Il y a une recette. Comment on fait quand on n'y connaît rien et c'est quand ça. On cherche les bonnes personnes qui font les choses bien. En tout cas, c'était ma démarche de base de me dire ok, moi je suis normande, j'ai grandi en Normandie, je vais en Normandie toutes les semaines et voilà, et notre entreprise est en Normandie aussi. Et je me disais, ok, je pars de la démarche où pour faire le meilleur vinaigre de cidre possible, il me faut le meilleur cidre possible. Pour faire le meilleur cidre possible, il faut le bon bocage. Je cherchais un bocage qui soit très loin de zones industrielles, qui soit évidemment en Normandie et qui soit fait avec des gens qui font du bio par conviction et non pas par opportunisme marketing et pas un gros mastodonte qui a industrialisé, etc. Donc je suis partie à la recherche de personnes avec qui je pouvais discuter de mon projet de producteur et j'ai rencontré un peu par hasard une famille qui était dans l'Orne, donc pas du tout à côté de chez moi. En Normandie, c'était à 3h30 de route de chez mes parents. Donc je prends un jour ma voiture, je vais les rencontrer et puis voilà, je tombe vraiment amoureuse de cette famille, je les trouve géniaux et je leur dis vous avez du cidre et ils avaient même du vinaigre de cidre qui faisait dans des tonneaux. Ils me disent on doit avoir ça là-bas et puis je le goûte et puis ils m'expliquent comment ils le faisaient, etc. Et voilà, et je me dis ok, ça vous va si je vous prends 1000 litres pour commencer, etc. On a commencé l'aventure comme ça. J'ai acheté mes bouteilles avec donc je m'associe. Attends, ils avaient 1000 litres de vinaigre? Ouais, mais ils en faisaient rien, tu vois. Ou alors, il y avait quelques clients qui en prenaient à la ferme, mais bon, c'était vraiment... Donc, ça veut dire que le produit que tu as trouvé sur place, c'est celui que tu voulais? Ouais, enfin, je le trouve délicieux, tu vois. Je me dis, mais waouh, j'en ai essayé plein. Et je le trouve absolument super. Et on commence avec lui, donc un tout petit batch. On met en bouteille, donc entre-temps...
je m'associe avec mon meilleur ami pendant 1 an et demi, parce que là, je l'ai fait courte en disant j'ai trouvé le producteur tout de suite, etc. Mais pendant 1 an et demi avant, il y avait du taf. Ouais, mais justement, en fait, comment tu fais 2 secondes pour justement ce taf ne passe pas trop rapidement là-dessus, parce que c'est aussi ce qui explique la qualité du produit, qui explique le chemin qui s'inscrit derrière tout ça. Ouais. Donc, ce taf, ça consiste à aller trouver les producteurs. Ça consiste en quoi Ce taf, ça a déjà commencé pendant... Je me suis dit, ok, je veux mon goal, c'est ça, refaire découvrir le vinaigre de cidre à tous. Et au début, ma proposition de valeur avec Archi, c'était de faire quelque chose, un produit que les gens aiment boire et vers lequel ils iraient sans a priori de goût et d'odeur, en gros. Et je m'étais dit, je vais développer un produit à base de vinaigre de cidre qui contient tous les bienfaits du vinaigre de cidre et que les gens aiment boire. Non, mais là, c'est la quadrature du cercle, genèse. en fait, parce que tu es obligé d'avoir un produit qui est de qualité, convaincre les gens de rentrer du vinaigre de cidre dans leur alimentation au quotidien. Et là, c'est dommage que tu n'aies pas apporté une bouteille. J'aurais bien aimé que tu me, Écoute, tu me fasses goûter. Typiquement, moi, je ne me vois pas le faire, mais tu vois, donc il doit y avoir aussi une forme d'éducation, tu le disais tout à l'heure. Et puis après, il faut la commercialiser. Oui, et donc là, pendant cette année et demie, en fait, j'ai développé un projet avec un laboratoire pour aider les gens à le prendre. Alors attends, tu vas voir, tout va s'aligner. Et donc j'arrive à une boisson à base de vinaigre de cidre et je me dis, ok, là je m'apprête à sortir une boisson à base de vinaigre de cidre. Personne n'a jamais entendu vraiment... Ouais, tu dis pas un vinaigre de cidre, une boisson à base de vinaigre de cidre. À la base, c'était ça. À la base, le temps que j'ai développé avant de sortir Archi, parce que moi, j'ai pas sorti Archi dès que je suis revenue de Suisse. J'ai eu 1 an et demi de taf avec un labo où j'ai travaillé, où j'ai commencé aussi à me familiariser avec le vinaigre de cidre, donc je savais ce qu'était un bon vinaigre de cidre, etc. Et donc tu as fait ton éducation quelque part. Mon éducation. C'est là où j'ai récolté de la data, ouais. De savoir qu'il y avait un marché, de connaître un petit peu, enfin voilà. Ouais. Et donc c'est là où je me dis, ok, là je m'apprête à sortir. J'avais mis toutes mes économies, bon, j'avais eu des subventions aussi pour m'aider au développement. Je me dis, je m'apprête à sortir des boissons autour du vinaigre de cidre. Tout le monde déteste le vinaigre de cidre. On me dit, c'est quoi ça, c'est dégueulasse, je vais pas en boire. Enfin, évidemment, c'est pas... Je me dis, ok, avant de faire ça, je vais sortir du vinaigre de cidre brut et je vais voir si les gens sont sensibles au message chanté derrière le vinaigre de cidre et je vais sortir un vinaigre de cidre brut avant de faire tous mes projets autour du vinaigre de cidre. Et donc ces boissons, on verra si ça prend, je les sortirai à un autre moment, mais déjà je vais commencer avec la chose la plus simple. Et c'est dans cette démarche-là que vraiment je suis allée chercher le vinaigre de cidre parce que dans une boisson tu le sens un peu moins, le goût est moins prononcé, évidemment c'est dilué, etc. Et là je me suis dit je vais trouver le vinaigre de cidre le plus qualitatif qui soit et c'est dans cette quête-là que je suis tombée sur mon premier producteur. Qui s'appelle, vas-y. Mais je dis pas le nom de mon producteur que j'aime énormément et qui se reconnaîtra. Donc ce de l'Orne, on l'a compris. Donc tu trouves chez lui finalement le goût, la texture, enfin bon bref, le produit idéal pour ton projet. Exactement. Tu lui achètes ses premiers 1000 litres, ça me semble énorme pour commencer. Ça veut dire c'était une palette en fait. Donc ça veut dire qu'avec ça, tu remplis combien de bouteilles? On avait la palette, elle faisait 2500 bouteilles. Donc tu as 2500 bouteilles. 200 millilitres. Tu as 2500 bouteilles. En fait, tu as le produit. Tu as un premier volume de produit. Derrière, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Sur le produit, c'est comment tu t'assures que finalement il va être en capacité d'en produire d'autres et avec le même goût. Ouais. Tu vois, c'est quand même une question qui a dû se poser même à toi. Ah ben complètement. Parce que je pense que même si c'est un produit naturel, il y a la volonté de maintenir quand même une cohérence dans le goût. Et pour avoir interrogé différents entrepreneurs, dont certains qui font du champagne, et c'est pas toujours facile, tu vois, de faire et le champagne, il est fait avec des mélanges pour justement essayer de garantir avec une base commune un goût dans la durée. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le vinaigre de cidre? Première question, donc maintien de la qualité et du goût. Est-ce que c'est important, oui ou non? Et comment on fait? Et deuxième question,
comment tu commercialises tout ça? Est-ce que tout le monde a en tête, finalement, enfin, du coup, tout le monde, moi en tout cas, en tête, la bouteille d'abord de cidre dans une grange avec un sol en terre battue, sans étiquette, embouteillé à la main. Et avec un peu de poussière, et peut-être 2-3 poules qui sont pas loin, tu vois. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder sur le site d'Archi le design des bouteilles. Il est à l'opposé extrême de l'image que j'ai en tête du petit producteur de cidre dans un coin. Mais en fait, c'était ça, il a fallu casser complètement tous les codes. Alors, déjà pour la cohérence du goût. Ouais. Donc là, je te dis, il se trouvait que par hasard, il en avait au fond de la grange. On savait même pas, enfin maintenant je peux le dire parce qu'on a du recul, mais on savait même pas si c'était vraiment du vinaigre, s'il avait le bon degré d'acide acétique. Au début, c'était en mode kamikaze, hein. Tu commences, voilà, c'est très artisanal, machin. Heureusement, maintenant, on est passé pro. mais en fait, une fois que tu connais l'assemblage, on avait, OK, ça, c'est le goal. Même lui, il n'aurait pas été capable de le reproduire. Donc, on s'est dit, OK, bon, les variétés, c'est ça. L'assemblage, c'est ça. Le bocage, c'est ça. Vous produisez comme ça. Après, le deal, ça a été de trouver assez rapidement d'autres producteurs, parce que lui, il faut savoir que tous mes producteurs sont en agroécologie. Donc, la plupart de leur travail... Agroécologie, ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont un élevage bovin ou des moutons à côté, enfin voilà, qui enrichissent les vergers, mais ils ne vivent pas que de la production de leurs pommes, ou de leurs poires, parce que voilà, c'est pas mal la région aussi là-bas du Poiret et compagnie. Donc, ils sont tous en agroécologie, donc ils font du cidre comme ils font plein d'autres choses à côté, en fait. Ouais, et donc, c'est pas du tout leur cœur de métier, de faire du vinaigre de cidre encore moins. Et donc nous, après, ça a été le deal de se dire, OK, il faut trouver des producteurs qui se ressemblent sur un même bocage, qui ont les mêmes variétés. Et après, ça serait à nous de faire nos assemblages pour garantir un goût équivalent, tout en avertissant aussi que on ne sera jamais une entreprise industrielle. Il y aura, comme dans la nature, d'une année sur l'autre, c'est comme le vin. T'as des variations de couleurs. Même un seul producteur, d'une année à l'autre, il va avoir des variations de couleurs dans ses propres produits, alors qu'il a fait exactement la même chose. C'est normal en fonction des rendements, il y a des variétés qui sont plus ou moins importantes en fonction des années, et juste c'est normal. Et on a pris le pli de se dire, on proposera toujours la qualité aussi brute, avec le goût, enfin avec les mêmes variétés, avec la même production. Et juste, des fois, on a des surprises du goût. Il aura toujours 85-90% ce même goût, mais il y aura des petites variations et c'est normal. La nature, c'est ça. Tout comme il y aura un dépôt dans nos bouteilles. Il y a écrit avec la mer dessus. Les gens se disaient, c'est quoi la mer? C'est le dépôt que les industriels ont chassé toutes ces années, qui rend le produit pas très sexy, tu sais. Et qui est pourtant... Non, mais il n'y a pas de vinaigre sans mer de vinaigre. On est bien d'accord. Et pourtant, les produits que tu achètes chez Carrefour ou autres sont des produits qui sont industrialisés, dans lesquels... parce que la mer, elle reste souvent dans le tonneau et elle n'est pas partagée. D'ailleurs, tu peux acheter des mers. Exactement, et refaire ton vinaigre à partir de ça. Même on encourage nos clients à refaire avec la mer de nos bouteilles. Enfin, il y a juste zéro souci. Et en fait, justement, on a pasteurisé le vinaigre de cidre. À la base, c'est une hérésie de pasteuriser le vinaigre. C'est un antibactérien naturel, il n'y a rien qui peut se passer, en fait. Juste la mer qui va se développer. Mais on est arrivé attends. Je remets les trucs dans l'ordre. Donc, le produit, il est fait, vous l'assemblez vous-même. Ouais. Vous avez trouvé dans la région différents producteurs. Exactement, tous autour. Hein. Tous autour. Ils sont tous, ouais. Vous faites l'assemblage, ça veut dire que c'est vous qui faites le vinaigre ou c'est vous qui... Vous recevez le cidre? On a le cidre. Nous, on achète le cidre de nos producteurs. Et vous le transformez en vinaigre. Donc, vous maîtrisez une partie de la chaîne de production. Et après, il faut la commercialiser. Avant que tu nous parles de la commercialisation, parle-nous de... Justement, tu as décidé que finalement, tu allais abandonner avec ton projet avec le laboratoire de boissons à base de vinaigre de cidre pour vendre directement le brut, le cidre, le vinaigre de cidre brut. Ouais. C'est ce que tu as fait. Et ça a fonctionné, c'est ce que j'en déduis ou... Tout à fait. Et ça a tellement pris qu'on a retardé tous les projets d'innovation qu'on avait avec notre vinaigre qui vont sortir là très prochainement. Mais Donc, il faut le distribuer et pour le distribuer, il faut le marketer. C'est très bien marketé.
on voit que le travail, enfin, il y a un vrai travail qui a été fait. Ouais. Je te vois sourire parce que je pense que Ça a été... oui, c'est cool. ça a dû être quelque chose d'important. Raconte-nous un peu cette dimension-là. Alors, moi, ce que j'avais en tête à la base, c'était on propose le produit le meilleur qui soit. Je ne veux pas, je veux qu'on casse les codes. Je veux pas qu'on soit un vinaigre, on sera jamais un condiment. Donc, je prends le pli de faire un produit qui soit haut de gamme et qu'on est content d'avoir dans son quotidien. Donc, je choisis des bouteilles de spiritueux qui sont faites en France. Vraiment, en plus, dans une démarche, je suis assez écolo, un peu engagée. J'avais ça en tête et de proposer un produit qui soit beau pour du vinaigre de cidre qu'on a tendance à se dire, bon, tu vois, c'est le truc qui prend la poussière, pas très joli, on a tous les bouteilles en tête. Et je ne me voyais pas avoir un produit ultra bien travaillé avec les meilleurs producteurs, etc., dans une bouteille qui soit un peu cheap. Donc il y avait déjà ce travail-là. Je m'associe à mon meilleur ami qui, lui, est très très bon en marketing. On prend notre DA, qui est à la base illustratrice et qui nous fait des jolies étiquettes. Qui mettent bien en avant le produit et qui cassent les codes, parce qu'on est d'accord que c'est impossible d'imaginer qu'on parle de vinaigre de cidre avec à la fois le flacon, j'utilise le mot flacon, c'est un flacon. Et pas bouteille. Effectivement, peut-être que dans la région de Cognac, ils utilisent des récipients qui ressemblent à cela. Et puis l'étiquette, les couleurs, le bleu. Enfin, comment tu le qualifies ? Ben oui, c'est ça. En fait, bon, bah, déjà, j'adore le bleu. Donc, tu vois, moi, c'était parti de trucs. Je disais à Elia, qui est notre illustratrice, j'ai dit, bah, moi, j'aime bien le bleu. Enfin, c'était vraiment, j'avais pas pensé market, machin. Et donc, après, c'est elle qui est un peu partie de, OK, bon, qu'est-ce que vous voulez donner comme image à votre marque, etc., qui nous a fait une DA superbe et qui s'assurait aussi qu'on ait de la cohérence dans les photos qu'on postait. Parce que moi, enfin, on peut regarder mon compte perso, je suis quand même par un œil artistique très développé. Mais juste, je savais un peu l'image que je voulais donner à la marque. Et donc, mon meilleur ami qui s'est associé à moi est assez bon en marketing et était garant de tout le contenu qu'on allait poster pour que ça suive une ligne directrice qui nous permette de servir Maintenant le message. que tu as le produit, que tu as marketé, l'offre, il faut la distribuer. On parlait du DNVB en introduction, ça veut dire une distribution online. Est-ce qu'elle est uniquement online ? Je te pose la question, j'ai une petite idée sur la réponse. Mais bref, comment tu fais pour distribuer ça ? Quand tu commences, personne t'attend. Enfin, évidemment, ton cercle proche d'amis qui va être content finalement de pouvoir trouver les produits qu'ils ont peut-être déjà essayés par ailleurs. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas et du coup, on crée un compte Instagram. On crée un compte Instagram où, pareil, il y a 60 personnes au début. Là, c'est l'acquisition sur le canal de vente digital. On commence à se créer là en parallèle. Donc, on lance notre site internet en même temps qu'on lance nos réseaux sociaux. Et la première chose qu'on fait, c'est de prendre une attachée de presse. Donc, on n'avait pas de sous et on s'est dit, OK, bon, on va travailler sur les influenceurs pour se faire connaître. On va envoyer nos produits. C'est des influenceurs que juste je suivais à titre perso. Je me dis, moi, si je les aime bien, potentiellement, on a un truc en commun, ils seront peut-être sensibles à mes produits. Et donc, on fait beaucoup de seeding où on envoie comme ça pour se faire connaître, en espérant qu'ils parlent de la marque. Et on prend notre attaché de presse en expliquant la démarche, en commençant à rencontrer des journalistes, en se disant, nous, on y arrivera pour l'influence, à trouver les gens toutes seules. La presse, c'est un réseau. On ne l'a pas, on ne connaît pas les codes. Prenons Donc tu veux avoir un relais dans les médias traditionnels, mainstream, en France. Exactement. On sait pas, on est petit, on connaît personne. Bien tu sûr. vois. On n'est pas parisien, on connaît pas le réseau, on n'a ça pas fonctionne. papa, maman. Ça fonctionne, ça prend tout de suite. Tout de suite. Là, on est en quelle année ? On est en 2020, plein Covid. Ok, il y a 2 ans. Octobre 2020, charmante année. Ça fonctionne, donc il y a des passages dans des journaux. Je sais que tu es passé sur BFM aussi. Ouais, mais ça bien après. Mais donc il y a ça, et en parallèle de ça, on commence à démarcher les épiceries fines. Oui, alors parce que c'est bien donc de la distribution dont il s'agit, on va revenir sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais bref, il y a une notoriété à travailler qui va vous aider sur la distribution parce qu'elle est online, mais elle n'est pas qu'online. Non, elle est majoritairement online, mais en fait, on a développé le B2B en même temps, en fait. Donc là, ça a été Devan qui a fait du porte-à-porte. Et au début, on démarchait toutes les jolies épiceries fines et on leur disait « Coucou, on fait du vinaigre de cidre ». Et donc, c'était intéressant, bon timing, parce que déjà, d'offres de vinaigre de cidre, ils en avaient
en tout cas pas des comme ça. Donc on expliquait la démarche et ils disaient c'est sympa, c'est mignon, la bouteille est jolie, ok, on va voir. Et avec, pour la première fois, non, mais avec une démarche très santé, en disant vous pouvez dire à vos clients qu'ils peuvent évidemment le prendre dans des vinaigrettes ou cuisiner avec. Et on a quand même des bienfaits santé à mettre en avant, ils peuvent le boire et ils aimaient bien ce truc hybride et raconter une histoire à leurs clients, donc ça a bien pris dans les épiceries fines et on a eu assez rapidement le soutien de chefs étoilés. Mais par hasard ou parce que vous avez travaillé ce sujet ? Parce que on a tapé aux portes et voilà, c'est tout. Et comme dit Devan, nos parents nous trouvent très beaux, c'est pas forcément les plus objectifs. On trouvait notre vinaigre très bon, mais on savait pas s'il allait plaire et si gustativement il était intéressant. Donc on a demandé à des chefs. Et le premier, c'était David Gallienne, qui est un chef en Normandie, qui a dit que c'était un vinaigre exceptionnel et qui a commencé à cuisiner avec. Et donc voilà, on a eu le soutien d'un chef, 2 chefs, 3 chefs. Aujourd'hui, on travaille avec Anne-Sophie Pic, Yannick Aleno, on est fournisseur de l'Elysée, c'est top. Mais c'est pas notre cœur de métier, mais ça nous a permis... Non, mais ça, en termes de notoriété, c'est énorme. Et puis de légitimité. Exactement. Ça nous a permis du coup d'aller voir de plus en plus d'épiceries fines en disant regardez, aujourd'hui on est utilisé par tel chef, et regardez, on est à la grande épicerie. Et puis tu sais, ça augmente comme ça. Et puis tu as des marqueurs d'intérêt de plus en plus grands. Et ça devient de plus en plus facile. Aujourd'hui, vous êtes distribué dans combien de points de vente ? On a 600 points de vente et on est présent dans plus de 15 pays. Donc, dans plus de 15 pays. Ouais, c'est des importateurs qui sont aussi venus à nous. C'est incroyable, en fait, en l'espace de 2 ans, on a l'impression que ça allait hyper vite. Comment on calcule ? Il y a bien sûr une histoire de chiffre d'affaires, d'ailleurs, je peux t'interroger sur ça, mais de nombre de bouteilles. C'est quoi le nombre de bouteilles que vous allez, à la fin de 2022, avoir commercialisées ? C'est difficile de te répondre en nombre de bouteilles parce qu'on a sorti depuis des recharges, on a sorti d'autres formats. Alors c'est quoi les bons ? Comment on mesure ? C'est le chiffre d'affaires ? C'est le chiffre d'affaires. On a aussi élargi la gamme pour augmenter parce que malgré les points de vente que je te cite, notre principal point de chiffre d'affaires, ça reste quand même le B2C sur notre site. Malgré tout ça, et malgré notre offre, une bouteille en verre lourde, au début personne n'y croyait, c'est quand même sur notre site internet qu'on réalise le plus de ventes. On est un sujet e-commerce, alors qu'on est présent vraiment dans des bien sûr, endroits. En fait, il y a une notion d'omnicanalité dans votre distribution qui est forte. Vous communiquez sur le chiffre d'affaires que vous... On va atteindre le million. Donc en 2 ans. Ouais. En 2 ans, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est vachement bien, bravo. C'est gentil. Alors justement, tu évoquais le produit, quelque part le monoproduit. Quand on va sur ton site internet, on se rend compte qu'il y a une forme de petite déclinaison avec des recharges. On n'est pas obligé de se faire livrer le flacon en verre quand on a fini c'est que beaucoup de clients recommandent. On a près de 30% de clients qui recommandent sur notre site chaque... Et puis il y a des tailles différentes. Ouais. C'est quoi les projets de développement pour Archi là, à la fois sur les produits et à la fois sur la commercialisation ? 15 pays, distribués dans 15 pays. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir quelques points de vente dans quelques autres pays, mais c'est pas hyper dense. C'est quoi donc la stratégie produit et la stratégie de distribution à venir ? Ce qu'on veut avec Archi, c'est être... donc je te dis, on spécialise les bienfaits autour du vinaigre de cidre et accompagner chacun au quotidien avec une offre spéciale en fonction des moments de la journée et des offres qui soient faciles à prendre. Donc on va décliner des produits qui soient parce que là on a développé des formats nomades parce qu'on s'est rendu compte aussi que nos clients emmenaient leur vinaigre de cidre partout et le prenaient avant le repas, le prenaient au boulot, etc. Donc on a développé des petits formats plutôt sous forme de cure. Et là on veut faciliter l'usage quotidien. On veut faciliter l'usage pour la santé. Pour la partie cosmétique, sur notre site, il y a une gamme pour prendre soin de sa peau, de ses cheveux aussi autour du vinaigre et de la pomme, même plus largement. Et donc là, on va développer tout un tas de produits qui permettent de l'intégrer de façon bien plus facile et d'aller toucher d'autres clients qui seraient toujours un peu rebutés par l'image de prendre du vinaigre de cidre, comme tu me disais, ça ne me viendrait pas à l'idée. Voilà. Donc, pour s'adresser à des personnes qui ne seraient jamais venues à nous autrement, de façon bien plus accessible. Niveau développement de marché, là, on a une responsable e-shop qui va arriver. On a un site e-commerce qui fonctionne très bien. On a un taux de conversion de 7% sur notre site, avec un site qui a été fait avec 2 freelances qui étaient géniaux et tout, mais qui n'est pas du tout
Enfin, vraiment, on n'a pas dépensé 40 millions pour faire notre site. Hein. Et donc là, on va refaire notre site internet. On a de la data client qu'on a pu analyser, donc on voit ce qui cloche et on peut encore s'améliorer là-dessus. Donc on va améliorer ça, les informations, etc., qui sont données pour développer encore un peu plus notre offre B2C. Et en parallèle, on a un gros sujet, notamment en Asie. Donc là, Devan est au Japon en ce moment. Parce qu'il y a un gros sujet sur le vinaigre de cidre et on veut aussi aller développer ce marché-là. On a quand même beaucoup de choses à faire en France, mais là va se poser la question peut-être d'avoir une offre différente pour ce marché qui est plus mature autour du vinaigre de cidre. On peut encore plus valoriser le Made in France et tout ce qu'on va faire. Donc voilà. il y a différents sujets. Différents sujets de croissance, de développement autour du produit, des zones géographiques. Comment ça se finance, ça ? Il y a besoin de lever de l'argent ? Oh oui. Oui. Alors, au début, on était 100% autofinancé. On a mis nos petites économies dedans. On a fait un prêt bancaire. On a eu le soutien de la BPI. Et là, on vient de clôturer notre levée de fonds. Donc, on a pris le temps de trouver les bons acteurs avec nous. On a la Normandie qui nous a aidé aussi sous forme d'obligations convertibles. Donc, ça nous a laissé un peu de temps pour respirer et de trouver les bons acteurs pour nous accompagner pour la levée. C'est pour ça, tu vois, on pensait closer en mars et au final, on va closer là en septembre. Parce qu'on a rencontré vraiment beaucoup de personnes. On s'est dit c'est la première fois qu'on va plus être un peu les seuls maîtres à bord, mais maintenant, on aura des personnes à qui rendre des comptes, tu vois, ça change la donne. Et donc, on voulait des personnes qui soient capables de comprendre le marché, de comprendre aussi l'engagement. Parce qu'on n'a pas tant parlé, il y avait tellement d'infos sur l'éducation du vinaigre de cidre, sur ses bienfaits, etc., qu'on n'a pas tant parlé de la façon dont on travaillait, qui fait aussi que c'est un produit qui est plus onéreux et qui, au-delà de la qualité de la matière première, mais qui prend du temps à être fait. Qu'on se fournit qu'en France, qu'on travaille avec une entreprise adaptée qu'on a fait grandir avec nous, etc., et que derrière, il y a un engagement. Et trouver des investisseurs qui étaient compréhensifs là-dessus, en disant, OK, ça va être un joli business, il y a des jolis chiffres à faire, mais ça pourrait être fait encore plus vite si on voulait faire les choses un peu moins bien. Mais tu vois, je voulais que ce soit des personnes qui soient sensibles aussi à ce message-là. Donc là, j'ai la sensation qu'on a trouvé des bons accompagnateurs pour nous et qui nous laissent avoir notre vision. Là, vous avez fait une première levée une levée de 500 000 euros. 500 000 euros. 500 000 euros à laquelle on prendra un prêt bancaire aussi pour s'adosser à cette levée. J'ai appris que c'était toujours le meilleur moment quand tu faisais ta levée de prendre un prêt bancaire parce que tu n'es jamais aussi sexy que quand tu viens de lever de l'argent pour les banques. Donc voilà, c'est la stratégie pour avoir continué les recrutements. On a une responsable supply précieuse, parce que c'est moi qui m'occupais de la supply, c'était compliqué, qui nous a rejoint, la responsable e-shop, une graphiste, des personnes en sales, et voilà. Bon, très bien. Pour finir cette conversation, on va revenir sur justement le sujet de la communauté, des réseaux sociaux, de la data, de la relation client. Quand on est une DNVB, a priori, c'est des notions qui sont super fortes. D'ailleurs, ça vous a pas échappé puisque tu m'as dit que dès le départ, vous aviez valorisé la présence sur les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne aujourd'hui ? C'est quoi les stratégies ? Est-ce que vous arrivez à recruter ? Est-ce que c'est la cooptation, l'influence ? C'est quoi un peu tous ces sujets ? Est-ce que c'est toi d'ailleurs toujours qui t'en occupe ? Comment ça fonctionne ? De moins en moins. Alors au départ, si tu veux, donc beaucoup l'influence nous a été précieuse. La chance que j'ai eue, c'est que assez rapidement, on n'a jamais dépensé d'argent vraiment pour les influenceurs en fait. C'était un produit coup de cœur où on a eu de la chance de tomber sur des personnes qui aimaient bien l'idée de soutenir une petite boîte avec un produit qui était un peu sympa et un peu nouveau. Et on a pris une agence, on travaille avec Kudak, qui est une agence d'acquisition qui fait nos ads, etc., qui a été assez pertinente pour nous aider à toucher des personnes, à nous dire coucou, on est là. Donc voilà, et aujourd'hui les réseaux sociaux, donc on est ultra présent. Là on est dans une stratégie aussi de personal branding, où j'incarne un petit peu plus la marque. C'est ce qui me manquait avec cette croissance, etc. C'est super, mais moi à la base, je te disais au début, je suis amoureuse des gens et des clients, et je veux
juste vraiment créer la proximité avec les gens qui comprennent aussi ce qu'il y a quand ils achètent Archie et qu'on est là pour eux en fait. Ce besoin d'éducation, ça ne s'arrête pas juste à un poste, mais donner de la data, toujours pour accompagner, faire en sorte que les gens se sentent bien de façon la plus naturelle possible. Et ça, c'est ce que j'essaie de développer. C'est pour ça que je suis moins présente sur le compte d'Archie, mais que j'essaie de faire davantage de choses en direct avec les clients, d'organiser des challenges, etc. Toujours avec Archie en fil rouge, ce qui permet du coup d'avoir une communauté qui est assez fidèle et qui elle-même va ensuite évangéliser autour d'elle, autour des bienfaits et notamment de la consommation d'Archie. Donc ils recommandent, en fait, il y a un fort taux de recommandation. Mais c'est ça, en fait, c'est que je te disais, il y a 30% de nos clients qui recommandent, quoi. Sachant qu'on est présent, enfin, je te parle juste du site, sachant des fois, on est présent dans des boutiques à côté de chez eux, donc ils pourraient, enfin, voilà. On a une communauté qui est ultra fidèle, et parce qu'ils savent pourquoi, enfin, que le produit est qualitatif, et encore une fois, il y a quand même des offres, si on parle juste vinaigre de cidre, quand tu mets des ads sur Facebook, c'est là où je me rends compte que on a toujours besoin de communiquer énormément parce que les gens nous disent ouais, non mais va te flinguer l'estomac avec ça, ça coûte 2 balles chez Carrefour, il n'y a rien qui justifie qu'il soit à 15 €. Enfin tu vois, on se prend un peu des remarques parce que si les clients n'ont pas les informations, si les gens n'ont pas les informations, il n'y a rien qui justifie qu'Archie fonctionne. Je pense qu'il y a encore un peu besoin de temps pour expliquer. C'est pas tout de suite que vous allez vous dire ça y est, c'est naturel. Exactement. Ouais. C'est donc, pour ça que... donc la communauté, elle est importante, cette notion, puisqu'elle recommande au sens... elle va parler de vous ailleurs. Ouais. Elle s'anime parce qu'il faut continuer régulièrement à leur raconter les bienfaits du produit. Puis le jour où il y a d'autres produits qui arrivent, c'est important aussi de pouvoir compter sur cette communauté. Ouais. Pardon. Et ça va être à reproduire aussi au Japon, si vous allez au Japon ou ailleurs. Ça va être un gros sujet. Marina Lemaire au Japon, en train de parler Archie. Ça va être épique. Mais déjà, j'ai fait un article avec Madame Figaro Japan et je trouve ça... Enfin, on parlait de mon parcours parce que visiblement, ils sont assez sensibles au fait que quitter tout pour faire un truc qui t'anime. Je crois que l'histoire, oui, c'est pas bullshit, donc ça parle aussi aux gens et partout dans le monde, en fait, on a juste tous envie d'avoir des convictions et de faire les choses bien et de consommer des belles choses, donc c'est chouette. Je pense que le message sera le même. Juste, faudra que je travaille mon japonais. Mais en tout cas, bravo pour ce que tu as fait. Merci beaucoup en fait de la simplicité et la sincérité avec laquelle tu as partagé ton aventure. Ça a été un vrai plaisir pour moi de t'entendre nous parler de ça. Ça fait, en plus, ça se voit pas, mais ça doit s'entendre. Tu as toujours le smile et ça fait plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir le vinaigre le vinaigre de cidre et ses bienfaits. Merci à vous, chers auditeurs, qui écoutez avec toujours plus d'assiduité et qui êtes toujours plus nombreux sur les Digital Doers. Merci à Comexposium pour son soutien. Comexposium, l'éditeur du salon One-to-One Retail e-commerce à Monaco, qui se tient en mars. Et puis, écoute, Marina, encore une fois, un immense merci pour la qualité de cet échange. Je te dis à très bientôt et bonne chance. Merci énormément, Cyril. C'était un plaisir. À très bientôt.